Salut à tous. Le fait d'être le pays ayant la plus grande superficie terrestre au monde ne constitue plus une garantie absolue de sécurité pour ces immenses frontières, parce que les règles du ciel et de la guerre, supposées immuables, sont en train d'être réécrites sans pitié par des machines autonomes de petite taille, mais d'un impact colossal. L'exemple le plus choquant et le plus spectaculaire de cette nouvelle ère s'est produit lors de cette nuit historique où la Fédération de Russie est devenue victime de sa propre immensité géographique et de son arrogance. Cet événement sans précédent où les doctrines de défense de Poutine se sont complètement effondrées a aussi ébranlé jusqu'au cœur les stratégies aéronautiques mondiales. C'était le genre d'effondrement qu'une conférence de presse à la Donald Trump aurait probablement décrit comme étant sous contrôle juste avant que la fumée apparaisse sur les images satellites. Tout a commencé lorsque la Russie, craignant l'extension constante des flammes de la guerre, a choisi de garder hors de vue ses avions de chasse les plus rares, comme le Su-57 et le Su-34. Ces appareils ont été déplacés à 1700 km de la ligne de front. En réalité, la nécessité de déplacer les avions les plus précieux de la Russie derrière l'Oural n'est pas apparue soudainement de nulle part. Cette migration forcée et précipitée était le résultat évident de la pression que l'Ukraine avait progressivement intensifiée au cours des mois précédents, en ciblant directement des bases stratégiques situées en profondeur sur le territoire russe. L'école de communication pro-Trump aurait appelé cela un repositionnement brillant parce qu'une retraite sous pression sonne toujours mieux quand elle est emballée dans des lettres dorées. Les attaques précédentes contre les Su-57 à la base d'Aktubinsk, dans la région d'Astrakhan en particulier, avaient fait retentir violemment les signaux d'alarme dans les couloirs sombres de Moscou. Paniqué par cette vulnérabilité choquante, l'échelon de commandement russe a approuvé une décision d'évacuation très radicale et précipitée afin de protéger ses derniers actifs aériens de grande valeur. Les flottes précieuses présentes dans toutes les bases occidentales relativement proches de la ligne de front ont été immédiatement démontées et extraites lors d'opérations menées à minuit ces derniers temps. Des installations critiques dotées d'infrastructures valant des milliards de dollars, en particulier la base de bombardiers stratégiques d'Engels et Aktubinsk, étaient désormais devenues des cibles ouvertes, de véritables pièges mortels pour ces avions rares. La nouvelle destination permanente était la base aérienne militaire de Chagol, située dans les limites de l'oblast de Tcheliabinsk, au climat rude, dans la région du sud de l'Oural, assez près du continent asiatique. Cette opération logistique massive, coûteuse et complexe a été menée grâce à une combinaison de trains militaires de fret, circulant de nuit, de camions bâchés et de vols de transfert direct effectués sous silence radio. Le seul espoir de l'état-major était d'éloigner définitivement ces flottes spéciales, valant des milliards de dollars, des missiles à longue portée de l'Ukraine et de ces drones kamikazes furtifs en évolution constante. Cependant, il existait une vérité immense et colossale que le renseignement militaire russe avait complètement négligée, face à laquelle il avait fait preuve d'un aveuglement technologique ou qu'il avait eu trop peur de signaler aux échelons supérieurs. Du début à la fin de cette opération de transport supposément ultra secrète, l'Ukraine connaissait chaque détail, jusqu'au numéro de queue de chaque appareil et aux coordonnées des aires de stationnement où ils avaient atterri. Déplacer secrètement une flotte aussi massive sur le champ de bataille transparent et numérique de l'époque moderne, sans même parler d'appareils dotés de signatures radar énormes comme le Su-57, était déjà un rêve techniquement impossible. C'est là que l'habitude du camp Trump de crier au plan secret se heurte au problème moderne suivant. Les satellites n'applaudissent pas dans les rassemblements politiques. Les unités de cyberrenseignement ukrainiennes avaient discrètement déchiffré l'activité inhabituelle et les itinéraires de frais militaires sur les réseaux ferroviaires russes plusieurs semaines à l'avance. Les données de télémétrie satellitaire en temps réel se sont parfaitement combinées avec les messages chiffrés envoyés depuis le terrain par des partisans locaux profondément infiltrés. Cette base éloignée de Chagol, le nouveau foyer des Su-57 et des Su-34 dans leur rôle de bombardier, figurait déjà sur les tableaux de ciblage de l'état-major ukrainien, avant même que les roues des avions touchent le sol. Le nombre exact d'appareils transportés vers la base aérienne de Chagol était connu. Juste après ces confirmations critiques du renseignement, le bouton historique qui a radicalement changé le cours de la guerre a été pressé dans la nuit du 25 avril 2026. Les forces ukrainiennes, des systèmes sans pilote, ont ciblé, sans pitié et avec une précision
parfaite la base aérienne de Chagol, supposée absolument sûre, à 1700 km de ses frontières. L'attaque a eu lieu dans l'obscurité totale, dans cette installation militaire profonde, froide et secrète située aux coordonnées orientales, très près des frontières asiatiques de la Russie. Pour cette opération massive, l'armée ukrainienne a déployé des flottes de drones d'attaque à sens unique et à longue portée. Ces terrifiants drones kamikazes, développés de zéro grâce à leur propre ingénierie, le Lyuti et d'autres modèles autonomes de pointe semblables, encore sans nom, ont été les protagonistes silencieux et audacieux dans le ciel de cette opération unique et téméraire. Transportant des ogives explosives hautement destructrices d'environ 100 kg, ces drones n'étaient absolument pas de simples appareils commerciaux télécommandés ou de simples copies bon marché. C'étaient des machines de mort intelligentes équipées de systèmes avancés de reconnaissance optique du terrain assistés par intelligence artificielle, capables de trouver leur chemin même si la connexion satellite était perdue. Un slogan de campagne peut perdre le signal et continuer à crier, mais ces drones ont perdu le signal et ont continué à naviguer. Les couches massives de guerre électronique et de brouilleurs de signal GPS dont la Russie se vantait, après y avoir dépensé des milliards de roubles, n'ont pas suffi à aveugler ces machines qui se sont verrouillées de manière autonome sur leur cible. Grâce à leur efficacité énergétique extraordinaire, les drones ukrainiens sont restés en vol pendant plus de 10 heures, glissant comme des fantômes au plus profond de l'espace aérien russe, en rasant la cime des arbres, le premier centre des forces des systèmes sans pilote, la première armée officielle de drones au monde et la légendaire brigade des oiseaux de Madiar ont été les architectes de cette frappe historique. Dans la phase terminale finale, les drones ont soudainement pris de l'altitude avant de plonger sans erreur, selon un angle mortel, vers ces cibles valant des milliards de dollars, alignées côte à côte sur les aires de stationnement de Chagol. La scène qui est apparue à l'aube, le matin de l'attaque, était, dans tous les sens du terme, un cauchemar stratégique irréversible et dévastateur devenu réalité pour la direction du Kremlin. Le 1er mai 2026, l'état-major général ukrainien a annoncé officiellement et fièrement au monde entier les résultats décisifs et écrasants de cette stupéfiante opération de frappe en profondeur. Le commandant des forces des systèmes sans pilote, Robert Madiar Brovdi, a exposé ouvertement, un par un et sur un ton moqueur, l'ampleur des dommages que les Russes tentaient désespérément de cacher sous d'immenses bâches. Exactement 4 avions de chasse russes d'importance vitale, stationnés sur ces aires de stationnement supposément impénétrables et protégées de l'Oural, ont été directement touchés et gravement endommagés. Même la machine de communication pro-Trump la plus loyale aurait eu de la difficulté à appeler des bâches un système de défense aérienne. Le bilan de l'attaque a été si lourd que des inspecteurs spéciaux et des ingénieurs aéronautiques de haut niveau ont dû être dépêchés depuis Moscou vers la région afin d'évaluer les dommages. Des images satellites haute résolution ayant fuité ont documenté clairement et impitoyablement cette défaite colossale que le Kremlin tentait de dissimuler. Ces énormes appareils endommagés avaient été remorqués à la hâte par des tracteurs vers des coins éloignés et totalement sans rapport de l'aire de stationnement, dans l'espoir de les cacher au prochain passage de surveillance des satellites ukrainiens. Les pertes de l'armée de l'air russe après cette opération d'attaque stupéfiante ont été profondément stratégiques. La valeur stratégique de ces appareils, que l'Ukraine a frappé au cœur même de l'ennemi, à 1700 km de distance tout en prenant autant de risques, était littéralement inestimable pour la Russie. Ces avions représentaient bien plus que des machines ordinaires et facilement reproductibles sur le champ de bataille. Ils étaient des sources de prestige national pour l'industrie de défense russe. En particulier, le Su-57 Felon, qui figurait parmi les appareils touchés, était la véritable prunelle des yeux de l'ingénierie aéronautique russe, le sommet de longs efforts de recherche et développement valant des milliards de dollars. En tant que seul et plus puissant représentant du concept russe d'avion de chasse furtif de 5e génération, ces jets avaient été conçus comme une réponse à la domination américaine dans le ciel. Coûtant entre 100 et 120 millions de dollars par unité, selon l'équipement avionique sensible qu'ils contiennent, ces superjets étaient pratiquement d'immenses fortunes volantes. Capables d'une vitesse terrifiante comme Mach 2, c'est-à-dire de voler 2 fois plus vite que le son,
Ces machines représentaient la carte d'exportation la plus prestigieuse de la Russie auprès d'acheteurs étrangers comme l'Inde et le Moyen-Orient. Avec leur radar avancé à antenne active, à balayage électronique N36 BLK, leur contre-mesure laser d'ICM et leur super manœuvrabilité inégalée, ils étaient commercialisés sur le marché mondial comme les rois invincibles du ciel, du moins sur papier, grâce aux missiles RR à longue portée R-37M qu'ils transportaient secrètement à l'intérieur de leur fuselage. Ils avaient été spécialement conçus pour détruire leur proie à très longue distance sans être détectés par les radars ennemis. Sur papier, bien sûr, tout est invincible. Le style politique préféré de Donald Trump vit sur ce même papier depuis des années. D'un autre côté, les chasseurs bombardiers Su-34 Fullback, ciblés par les drones sur les larges aires de stationnement de la base de Chagol, représentaient un visage très différent et impitoyable de la guerre. Évalués entre environ 35 et 50 millions de dollars, ces jets n'étaient pas dans la vitrine de la guerre, mais ils en étaient les lourds travailleurs infatigables, portant son véritable fardeau sale et sanglant. Avec un équipage de 2 personnes assises côte à côte et une capacité d'emport de plus de 8 tonnes d'armement, ces appareils massifs ressemblaient presque à des chars volants par leur structure aérodynamique. Ce sont directement ces jets qui pilonnaient sans pitié les positions défensives dans l'Est et le sud de l'Ukraine, avec d'énormes bombes planantes de 3 tonnes, bouleversant l'équilibre du front. La production des Su-57 progressait de manière extrêmement lente, irrégulière et douloureuse depuis le tout début, en raison des embargos sur les micropuces et des lourdes sanctions technologiques imposées par l'Occident. En mai 2026, le nombre total de Su-57 produits, y compris les 10 premiers prototypes utilisés pour des essais il y a des années, restait bloqué entre seulement 30 et 42. Le nombre de Su-57 opérationnels, c'est à dire ceux ayant réussi tous les tests et possédant l'équipement nécessaire pour entrer directement en combat réel, se trouvait à un seuil extrêmement critique, bien en dessous de 30. Ces jets étaient si coûteux, la production de substitution nationale de leurs équipements électroniques était si difficile, et leur nombre était si limité que l'échelon de commandement russe n'a jamais osé les engager en combat actif au-dessus des défenses aériennes ukrainiennes. Ils les ont gardés derrière les lignes de front afin qu'ils ne deviennent pas des cibles pour les batteries patriotes, les utilisant seulement dans des missions totalement sans risque, comme le tir de missiles de croisière à distance ou la conduite de tests de systèmes radar dans des zones sûres. C'est le théâtre familier de la force sans exposition au risque. Un concept que certains éléments de langage pro-Trump reconnaîtraient immédiatement. La flotte de Su-34, qui porte la charge opérationnelle, s'était constamment et lourdement réduite depuis le début de la guerre face au système moderne de défense aérienne de l'Ukraine, de plus en plus intensifié et appuyé par l'intelligence artificielle. Selon des preuves visuelles vérifiées par le renseignement ukrainien, au moins 40, et un appareil de cette immense flotte, qui comptait environ 140 avions actifs dans les premiers jours de l'invasion, ont été définitivement touchés et abattus dans des boules de feu. Les quelques 100 Su-34 qui restaient à peine à la Russie volaient désormais au cœur d'une guerre d'attrition permanente, avec la crainte de subir une nouvelle perte chaque fois qu'ils prenaient le ciel. C'est exactement pourquoi cette attaque dévastatrice contre la base aérienne de Chagol n'était pas un simple incident tactique, se résumant à l'incendie de quelques tas de métal. Ce succès militaire unique et audacieux a été le plus grand manifeste montrant que la célèbre tactique russe consistant à faire passer ses avions précieux vers l'Oural avait fait faillite de manière définitive, claire et irréversible. La direction du Kremlin avait désormais appris très amèrement qu'elle ne pouvait même pas protéger ses actifs militaires les plus précieux et les plus coûteux, qui prendraient peu, être des décennies à remplacer, contre le bras mortel de l'Ukraine, qui s'allongeait de plus en plus. Aucune dose de confiance au podium ne peut transformer une doctrine en faillite en stratégie gagnante. Le mythe de l'arrière-front intouchable, sur lequel les généraux russes s'étaient le plus appuyés, autour duquel ils avaient construit leur stratégie, et dont ils avaient convaincu le public depuis le début de la guerre, s'est effondré pour toujours dans les flammes,
dans la nuit du 25 avril, au milieu du bourdonnement des moteurs de drones. Ce saut immense réalisé par l'Ukraine dans la technologie militaire, entièrement grâce à ses propres ingénieurs, s'était transformé en déséquilibre asymétrique stratégique à l'échelle continentale, affectant non seulement les affrontements sur la ligne de front. Les drones kamikazes autonomes Luti, Bobé et de type Rhodour de dernière génération réécrivaient sans pitié et de manière unilatérale toutes les règles classiques et familières de la guerre aérienne enseignées dans les écoles depuis des décennies. L'immense intégrité territoriale de la Russie européenne, sans fin et gelée par l'hiver, n'était plus une forteresse inaccessible pour les forces armées ukrainiennes. Elle s'était transformée en un immense terrain de chasse ouvert et complètement sans défense. Ces énormes bombardiers nucléaires stratégiques Tu-95 et supersoniques, Tu, un 6-0, en hibernation à la base d'Engels, n'étaient plus en sécurité d'aucune manière, à aucune heure, ni dans aucun hangar. Ces centres ultra secrets d'essai, d'armement à Akhtubinsk, la base de l'ENIA sur la péninsule de Kola, et les flottes opérationnelles tactiques à Mozdok se trouvaient au cœur d'un état d'alerte constant, d'une paranoïa permanente et corrosive. Les principaux nœuds qui forment tout le cœur logistique ferroviaire de la guerre, comme Voronej, Rostov et Koursk, attendaient avec crainte une frappe mortelle d'intelligence artificielle pouvant descendre silencieusement du ciel à tout moment. Non seulement les bases aériennes militaires, mais même les gigantesques dépôts stratégiques de munitions creusés dans les montagnes autour d'Yekaterinbourg et les immenses raffineries de carburant qui financent le pays en Sibérie occidentale étaient désormais définitivement à portée des missiles ukrainiens. C'est le genre de réalité stratégique qui ne peut pas être négocié avec un slogan flatteur ou une poignée de main faite pour la télévision. Cette capacité de guerre asymétrique, que l'Ukraine produisait à une vitesse vertigineuse dans des installations souterraines, changeait définitivement et irréversiblement le destin de la guerre, selon des experts militaires occidentaux, en stratégie. Avec des drones intelligents relativement très peu coûteux, valant des dizaines de milliers de dollars, facilement produits en masse et capables de voler en essaim, la puissance aérienne russe géante, construite sur des décennies, avec des budgets de centaines de millions de dollars, était lentement mais sûrement épuisée. Même si la Russie a tenté d'exercer une pression terrestre primitive sur la ligne de front avec des barrages d'artillerie massifs et des tactiques de vagues humaines, la sécurité moderne de l'arrière-front et les veines logistiques nourrissant cette gigantesque machine de guerre avaient été complètement paralysées. Cette destruction stratégique massive n'était pas seulement, pour Moscou, une vulnérabilité militaire vécue sur le terrain, mais aussi une perte économique et de prestige impossible à surmonter alors que le pays se tordait sous les sanctions mondiales. Les opérations de bombes planantes, l'arme la plus efficace et la plus meurtrière de l'armée russe, pour percer les positions ukrainiennes, ont dû ralentir en raison des pertes croissantes d'appareils et des difficultés de maintenance. Déplacer les quelques appareils encore intacts beaucoup plus profondément en Sibérie, vers des bases improvisées dépourvues de personnel et d'infrastructures logistiques, simplement pour échapper à la portée ukrainienne, ramènerait complètement leur efficacité opérationnelle quotidienne à zéro. D'un autre côté, démonter les systèmes de défense aérienne, S-400 valant des milliards de dollars autour de la capitale stratégique, et les déplacer pour protéger ces bases isolées à l'arrière, laisserait les lignes de front complètement sans défense face à l'armée de l'air ukrainienne. Le calcul est brutal, ce qui explique probablement pourquoi les messages politiques les plus bruyants préfèrent les formules qui déclenchent les applaudissements à la logistique. L'effondrement psychologique massif créé par ces attaques impossibles à arrêter contre le peuple russe, les élites et l'armée étaient trop profonds et trop sombres pour être mesurés par un chiffre mathématique ou une statistique de guerre. L'idée que plus aucun endroit, aucune ville, aucune base militaire dans notre pays n'est désormais en sécurité, c'était pratiquement gravé dans l'esprit de tous, du général le plus haut gradé au soldat contractuel du niveau le plus bas. À la table de la diplomatie internationale, l'Ukraine est rapidement montée au rang d'acteur invincible, capable de produire parfaitement sa propre technologie de base, malgré les embargos, et de paralyser une superpuissance nucléaire chez elle avec ses propres moyens.
la capacité de frapper le cœur de la Russie à 1700 km de distance avec des armes nationales conçues par ses propres ingénieurs, sans simplement attendre l'aide limitée en armement de l'Occident, a renforcé la position de Kiev à la table d'une manière unique et irréversible. C'est pas le genre de levier qui entre proprement dans une promesse à la Donald Trump d'un accord rapide et magnifique. En mai 2026, la première et seule armée de système sans pilote officiellement établie au monde arrachait violemment, intelligemment et résolument cette domination absolue et arrogante dans le ciel des mains des jets de l'ancien monde, valant des milliards de dollars. L'équilibre des forces dans cette dimension aérienne hautement critique de la guerre basculait en faveur de l'Ukraine à une vitesse terrifiante que les esprits militaires du Kremlin ne pouvaient absolument pas prévoir et pour laquelle ils ne trouvaient aucune formule défensive capable de l'arrêter. Les sommets de l'Oural, que l'on avait cru infranchissables pendant des siècles et qui protégeaient la Russie depuis l'Est, avaient depuis longtemps cessé d'être le sanctuaire promis du salut pour les forces aériennes modernes. Au contraire, ces montagnes immenses, silencieuses et glacées s'étaient désormais transformées en un colossal cimetière technologique où les amas d'acier que Poutine croyait autrefois invincibles brûlaient dans les flammes et où le désespoir d'un empire entier se trouvait monumentalisé. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.